J'ai rencontré le docteur Pascal Sacré, intensiviste au Grand Hôpital de Charleroi. Il a suivi une formation universitaire sur les états de conscience et l'hypnose. Moi, je dirais, et là encore c'est le médecin qui parle, ces états de stress dans lesquels on maintient la population sont capables d'engendrer, encore une fois, source à l'appui, plus de problèmes de santé ou aggraver des problèmes de santé que le Covid. Le système immunitaire en particulier est très sensible à la peur. Et je dirais même que s'ajoute, et là c'est un autre élément qui m'a vraiment tétanisé et fait vraiment réaliser que là il se passe quelque chose, c'est que cette peur, on peut en reparler, est associée à une inhibition de l'action. Ça, c'est un phénomène psychologique qui a été mis en évidence par Pavlov et Henri Laborie. Ils ont fait des expériences avec des rats, par exemple. On sait que quand on prend quelqu'un et qu'on le stresse, celui qui va s'en sortir, c'est celui qui sait agir sur ce stress. Donc, soit passer dans une autre cage, soit même, si on met deux rats, agresser l'autre rat. Tant qu'il sait faire quelque chose, il va s'en sortir et survivre. Si on empêche aux gens de faire quelque chose, et qu'est-ce qu'on a fait? On les a confinés, on leur a empêché d'agir par rapport à ça. Attendez, attendez, attendez. C'est une inhibition de l'action. Donc à cette peur s'associe la pire chose qu'on peut associer à la peur, c'est l'inhibition de l'action. Ça, tous les psychologues, psychopathologues vont vous le dire. Quand quelqu'un a peur, ben, il est capable d'accepter tout et n'importe quoi. « 16 août, c'est l'été, il fait beau, l'air circule. Le virus aussi, nous dit-on. Pour s'en protéger et protéger les autres, le port du masque est recommandé, même en extérieur. En mars, en pleine épidémie, le porte-parole Emmanuel André affirmait que le masque n'était pas nécessaire. En juin, alors que les contaminations faiblissent, il le juge d'une nécessité absolue. Ces contradictions donnent des arguments à celles et ceux qui considèrent que le masque porte atteinte aux libertés individuelles. Ils organisent les premières manifestations hostiles aux mesures gouvernementales. Les journalistes présents sur place découvrent une véritable défiance à l'égard des médias, accusés de ne relayer que le discours officiel. Pour Radio France Internationale, la manifestation belge était un rassemblement de complotistes. Le 29 août, une manifestation d'une autre ampleur se tient à Berlin. Les organisateurs estiment qu'ils sont plus d'1 million. L'événement culmine avec le discours de Robert Kennedy Jr. Cette grande figure des anti-vaccins, en bon démagogue, reprendra la phrase historique de son oncle John Fitzgerald Kennedy. Qui sont exactement ces manifestants anti-masques? Au vu des images, on a l'impression qu'il y a des profils vraiment très différents. Des anti-vaccins, des skinheads, des chrétiens évangélistes, et on peut voir flotter les uns à côté des autres des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, des drapeaux noirs, rouges et blancs. En Belgique, aucun JT ne mentionnera Kennedy, un nom qui fait pourtant de l'audimat. J'ai demandé au correspondant de la RTBF pourquoi il avait passé sous silence sa présence. Réponse: Kennedy est venu à Berlin pour lancer son ONG anti-vaccin. D'un point de vue déontologique, je n'ai pas à relayer une campagne promotionnelle. Pas de publicité pour les anti-vaccins, soit, mais de là à faire du placement produit en plein JT. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca reprend ses essais cliniques au Royaume-Uni et au Brésil. On vous parlait hier du géant américain Pfizer qui annonce que son futur vaccin, toujours en test, est efficace à 90%. La production est lancée. À l'intérieur de ces bâtiments, ils viennent peut-être de trouver la formule miracle pour combattre le coronavirus. La découverte d'un vaccin... Sophie Meulemans a fondé en 2009 le collectif Initiative citoyenne au sortir de l'épidémie H1N1. À cette époque, elle était encore interviewée pour défendre l'idée d'une liberté vaccinale. Nous, on est avant tout pour le respect de la liberté vaccinale et le droit au pluralisme thérapeutique. Donc ça veut dire le droit de se soigner autrement que par le tout chimique, le tout pharmaceutique. En 2009-2010, il y a eu une série de conférences de presse qu'on a données, une série de reportages au JT. À l'heure actuelle, c'est un blackout, c'est des messages de peur, c'est un sens complètement unilatéral.
la parole sacrée aux experts, mais les médecins de terrain qui veulent dénoncer des choses vont d'office être étiquetés de complotistes. Donc nous, ce qu'on essaye aussi au niveau associatif, c'est de leur donner la parole. La presse a tendu un véritable cordon sanitaire autour de celles et ceux qu'elle qualifie d'antivax. Le Soir consacre par contre une double page à l'interview de l'ancien patron de GSK, grand promoteur de la vaccination de masse. Dans un de ses éditoriaux, Béatrice Delvaux traitera de complotistes ceux qui critiquent la campagne vaccinale. Je ne suis pas un anti-vaccin. J'en ai eu ma dose et je dois d'ailleurs faire mes rappels. Mais pour le Covid, je préfère attendre un peu comme beaucoup de mes compatriotes. Pourquoi cette méfiance ? D'abord parce que certains de ces vaccins reposent sur une technologie nouvelle, celle de l'ARN messager, encore jamais testée à grande échelle. Je ne suis pas compétent pour en discuter les bénéfices et les risques, mais il me semble présomptueux de garantir l'absence d'effets indésirables à long terme. Ce qui engendre la méfiance, ce sont aussi ces négociations opaques et les spéculations boursières. Et puis, les conflits d'intérêts que l'on prétend inévitables. Je lis sur ce bandeau que le spécialiste interviewé sur la sécurité des vaccins est professeur d'immunologie à l'ULB. Certes, mais il est aussi président du conseil d'administration de la fondation AstraZeneca. C'est à cette société que la Belgique passera la première commande de vaccins. Mais il y a un hic. AstraZeneca a négocié son immunité contre les poursuites. C'est l'État qui devra garantir l'indemnisation des éventuelles victimes d'effets secondaires. Personnellement, je suis un très grand défenseur des vaccins. L'absurdité vient de ceux qui signent le contrat où il est écrit que le producteur ne garantit pas. Il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ce sont des entreprises qui sont dans un système libéral. Qu'est-ce que fait une entreprise dans un système libéral? Elle saisit les opportunités. Qui a demandé à ce que le développement soit accéléré? Ce ne sont pas les entreprises, ce sont les gouvernements, c'est l'Europe, c'est la FDA, ce sont tous les pays qui, quelque part, font pression pour que le développement se passe le plus vite possible. Les gouvernements se sont mis dans une situation où ils se sont coincés et où ils ont conditionné leur sortie de crise à la distribution de ce vaccin. Et c'est là le piège dans lequel les politiques sont pris. Il faut comprendre qu'eux ont la pression du public qui veut un vaccin, parce que depuis Pasteur, on sait que les vaccins, ça marche. Donc, ils veulent un vaccin parce que comme ça, ils sont protégés et on n'en parle plus et ils peuvent aller faire leurs courses comme ils veulent et ils peuvent revivre une vie normale et aller où ils veulent. Les autorités belges ont été tellement critiquées vis-à-vis de leur non-prévoyance vis-à-vis des masques et des réactifs qu'ils se disent bon, on ne peut pas louper le coche de la vaccination. Et que donc, ils se retrouvent coincés et qu'ils se retrouvent dans des décisions comme celle-là. Tout ça repose sur la confiance que l'on place dans des personnes qui prennent des décisions à notre place. CQFD. Comment les autorités vont pouvoir gagner la confiance de 70% des Belges, puisque c'est un des enjeux, parvenir à convaincre 70% des Pour que la Belges population y adhère, les grands médias vont se faire les chantres de la vaccination. On va même créer le hashtag « Je me vaccine » qui enrôle des people. En parallèle, sur les réseaux sociaux, toute critique du vaccin anti-Covid sera censurée d'office. Les algorithmes seront sans pitié et sans recours. Christophe de Brouwer, ancien président de l'école de santé publique de l'ULB, sera lui aussi censuré par Facebook pour désinformation pouvant entraîner des préjudices physiques. Avec la crise du Covid, Facebook, YouTube ou Twitter font plus que jamais la chasse aux informations scientifiques qu'ils considèrent erronées. Paradoxalement, Facebook continue de tolérer les groupes créationnistes ou ceux qui pensent que la Terre est plate. L'argument scientifique est-il la géométrie variable quand il s'agit de censure? Serais-je censuré moi aussi si j'écris qu'il existe des alternatives à la vaccination ou au moins des solutions complémentaires? Il y a tout d'abord la recherche de l'immunité collective, comme l'a tenté la Suède, ou le renforcement de l'immunité individuelle, grâce par exemple à la vitamine D. Il y a aussi les plantes médicinales, telles que l'artémisia annua, et puis les médicaments repositionnés, comme la chloroquine.
Le protocole à base de cette molécule va faire l'objet en France d'une incroyable saga. Chez nous, pas de débat, le traitement sera largement utilisé dans les hôpitaux. Par contre, l'Agence fédérale du médicament va fortement en déconseiller la prescription par les généralistes. C'est étrange. Ce qui n'est pas recommandé chez nous semble efficace pour les Africains. Sur ce site de la diaspora congolaise, on découvre le 8 avril que la Belgique a donné un lot important de chloroquine à la RDC en indiquant que le traitement avait des vertus thérapeutiques par rapport au Covid-19. Toutes les alternatives au vaccin seront globalement négligées par les pouvoirs publics et disqualifiées par les médias. Nous avons décidé que les bars et cafés, mais également les salons de thé et café, devront fermer leurs portes. Ils seront fermés. Les clubs sportifs amateurs devront fermer leurs buvettes. Début octobre, nous avons un nouveau gouvernement et on nous parle de plus en plus souvent d'une deuxième vague. J'aimerais savoir comment ça se passe aux soins intensifs des hôpitaux bruxellois. Je revois le professeur Laterre. Il y a une infection sur votre rein. Mais bon, il n'y a pas de problème. On a commencé le traitement tout à l'heure, ça va? Ok. Vous avez des patients Covid? Oui, tout à fait. Donc il y en a un là. Et il y en a deux autres au fond de l'unité. On est loin de la saturation. Ah oui, complètement. Je veux dire, si on se remet dans le contexte du mois de mars-avril, l'ensemble de la structure ici, les 14 lits, n'étaient occupés que par des patients Covid. On a eu jusqu'à 27-28 patients en même temps. En fait, il n'y a jamais eu de saturation complète des hôpitaux, en particulier quand on regarde le domaine des soins intensifs, à l'opposé de ce qu'on a pu rencontrer dans le nord de l'Italie. Grâce au confinement? Non, à cause du confinement. C'est-à-dire, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens, à cause du confinement, ont eu peur de se déplacer alors qu'ils avaient éventuellement des symptômes et beaucoup de gens ne se sont plus présentés à l'hôpital. Allô? Bonjour. Un journaliste appelle le médecin pour avoir son avis sur les mesures décrétées ce matin par le nouveau gouvernement, comme la bulle de 4. Je pense que la communication surtout avait un objectif de marquer le coup et dire voilà, ben maintenant on existe, on arrive, on est organisé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va faire. Par contre, je pense qu'on avait convenu aussi d'avoir des mesures plus ciblées, parce qu'en fait ici on fait une mesure linéaire, où on met tout le monde dans le même panier. On a toutes les régions du pays qui vont devoir implémenter les mêmes mesures restrictives, alors qu'on sait très bien aussi que la quasi-totalité des patients qu'on a sont de la communauté allochtone. Alors ce n'est pas du tout de leur faute. Ce sont des gens qui n'ont pas eu d'informations correctes parce qu'ils vivent dans un mode communautaire classique, et on peut tout à fait comprendre, social habituel, avec une grande promiscuité, parce qu'ils sont nombreux dans les familles, parce qu'ils ont un espace plus réduit. Mais je crois que si de nouveau on ne cible pas dans les zones ou dans les communautés dans lesquelles il y a clairement un plus grand problème de contamination, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse la différence en termes d'épidémie ou en termes de contamination en tout cas. Très bien, merci. À tout à l'heure. Le professeur Laterre ne sera pas invité ce soir et on ne le verra plus dans les débats télévisés. Son message sur le ciblage des communautés à risque sera peu relayé dans les médias. Des soirées entre jeunes, des soirées à l'abri des regards et un virus qui peut circuler allègrement. Depuis la rentrée, les autorités et les médias vont désigner les jeunes ou les voyageurs comme responsables de la hausse du nombre de cas positifs, comme s'ils étaient le cœur du problème. On nous parle de solidarité, mais je constate plutôt un discours médiatique qui divise, qui culpabilise. On fustige des comportements sociaux et non l'inefficacité d'une politique de santé publique. La presse s'en prendra aussi à ceux qui en été ont tenté de relativiser la gravité de la pandémie. Elle a même inventé un nouvel adjectif pour ça, les rassuristes. Des professionnels de la santé vont s'en trouver ostracisés. C'est le cas du professeur Jean-Luc Gallat. D'autres seront critiqués pour leur liberté de parole. Les Mazerac, Briaille, Collignon, pour n'en citer que quelques-uns. Le journaliste Bertrand Haine ira jusqu'à les traiter de marchands de déni. Bulle sociale de 5 qui, soi-disant, n'avait plus de légitimité, sous la pression grandissante d'experts francophones ou flamands. S'il faut pointer quelqu'un ou quelque chose du doigt aujourd'hui, eh bien c'est ces marchands de crédulité et de déni qui nous disaient il y a encore 3 semaines que tout allait bien. Voilà une bonne base. Il y a quelque chose quand même qui me surprend vraiment dans l'évolution du positionnement des médias au cours de cette épidémie.
Au tout début, je pense qu'ils ont été surpris comme tout le monde et quelque part, ils n'y connaissaient rien, ils ne savaient pas quoi dire. Et donc moi, ils m'ont donné l'impression qu'ils répétaient, ils faisaient perroquet, ils égrenaient les chiffres. On est déstabilisé, on ne sait pas quoi dire. C'est entre-deux, au moment du déconfinement, il y a eu une période un petit peu de critique. Donc où il y a eu beaucoup plus de cartes blanches, où il y a eu beaucoup plus d'interviews de personnes avec confronter les points de vue sur quelle est la stratégie qu'on devrait adopter, etc. Et là où je comprends beaucoup moins, c'est depuis quelques semaines, il y a un revirement où c'est vraiment une prise de position. On ne sent plus d'esprit critique, ce n'est ni on ne comprend pas ni ceci, c'est nous avons décidé que ça c'était ce qu'on allait croire. N'importe qui n'est pas à 100% aligné avec le message que les médias ont décidé, qui n'est même plus celui des experts, hein, c'est celui des médias, les journalistes ont leur message. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous est complotiste et est mauvais. C'est le 22 octobre que j'ai décidé de ne plus regarder les journaux télévisés. Ce soir, on a dépassé les bornes. L'ancienne première ministre Sophie Wilmès a été hospitalisée hier et placée en soins intensifs à l'hôpital. Il y a d'abord l'annonce de l'hospitalisation de l'ancienne première ministre. Est-ce que son état nécessitait une admission en soins intensifs? Elle ne cite aucune assistance respiratoire et elle ne cite même pas de l'oxygénothérapie. Donc actuellement... Le JT de la RTBF a invité l'expert le plus tracassé. Marius Gilbert, selon vous, est-ce qu'il faut un reconfinement généralisé? Ça va être très difficilement incontournable. Et on finit par bien se connaître, je vous sens quand même très inquiet ce soir. Mais je suis très inquiet, je ne suis pas le seul. Le même soir, sur la chaîne privée, sur base d'un début de courbe exponentielle, on extrapole un nombre de malades vertigineux. En noir, son évolution si aucune mesure n'avait été prise la semaine dernière. Et en rouge, voici à quoi s'attendre jusqu'en mars grâce aux mesures prises. Moitié moins d'hospitalisation. Voici la projection de ce qui se serait passé si on n'avait pas pris des mesures la semaine passée. Ok, ça reste à démontrer. Hein. Et voici ce à quoi on peut s'attendre dans le futur, jusque fin mars grâce aux mesures qu'on a prises ici. Et là déjà, je commence à avoir des choses qui tiquent. Les mesures, c'est jusqu'au 13 décembre. Comment est-ce qu'ils peuvent modéliser l'effet des mesures jusque fin mars? Et surtout, on devrait avoir sur le graphique, non pas une courbe, mais un spectre. Plus on est loin, moins on est sûr, donc on est de plus en plus écarté. Mais ça, c'est juste des modèles mathématiques foirés. Voilà. Et donc, reconfinement généralisé? Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Et puis vient l'inévitable sujet tourné dans un hôpital au bord de la saturation. On ne peut être plus inquiet par rapport à ce qui est en train d'arriver. Le chef des urgences se gardera bien de rappeler que chaque année, en fin d'automne, les hôpitaux sont débordés par différentes pathologies respiratoires. J'ai d'ailleurs retrouvé cette affiche du CHU de Liège. Elle date de 2019. Depuis toujours, c'est une période difficile. Automne, hiver. On a une saturation des lits depuis toujours, en fait, en soins intensifs. Je ne me mets en porte-à-faux de la plupart des dires officiels, journalistiques, tant qu'ils ne parleront pas, parce qu'ils peuvent le faire à partir de maintenant, s'ils le veulent finalement, mais tant qu'ils ne parleront pas des autres éléments qui, pour moi, sont même les plus importants. C'est-à-dire le manque de moyens, le manque de valorisation, le manque d'effectifs, revoir le financement des soins intensifs, voilà, des choses comme ça. Pour avoir dit ce qu'il pensait sur les réseaux sociaux, Pascal Sacré est licencié du Grand Hôpital de Charleroi pour faute grave. On lui reproche ses opinions, non seulement sur la gestion de la crise, mais aussi sur d'autres sujets polémiques, pour lesquels certains le taxeraient volontiers de complotiste. Le licenciement sec du docteur Sacré est une preuve de plus que le discours dominant ne tolère aucune voix dissidente, même les plus dévouées. Quelque chose qui m'a énormément choqué, c'est de voir que, pour cette raison-là, il pouvait renvoyer un réanimateur en cette période de crise Covid, je le rappelle, dont je n'ai jamais contesté l'existence, au contraire. J'ai été confronté en première ligne. J'ai dû partir alors qu'ils avaient besoin de moi. Les hôpitaux liégeois... Je reviens à ces JT du 22 octobre. On y fera 4 allusions différentes à la Lombardie. Alors certains experts comparent ce qu'il se passe en ce moment en province de Liège à la Lombardie en Italie lors de la première vague. Est-ce que cette comparaison entre la Wallonie et la Lombardie tient-elle vraiment la route? Avec des drames à vivre tels que l'on avait vu sur la première vague en Italie du Nord. Tout ça tombe à point nommé.
Juste après le journal, se tient une réunion du Conseil national de sécurité qui doit décider de nouvelles mesures restrictives. Mesures qu'il est bien entendu toujours utile de respecter. Il faut préparer la population à y adhérer au nom de la solidarité avec les malades et le personnel soignant. Protéger les plus vulnérables. Le nouveau premier incarne parfaitement le pompier pyromane. Il parle d'incendie dans les médias, qui en retour le présente comme le capitaine des pompiers, seul capable d'éteindre le brasier. Je n'en peux plus de cette communication, de cette fabrique du consentement qui tourne à plein régime. Les derniers chiffres de l'évolution de l'épidémie. On me reprochera de me focaliser sur les gros titres des JT et les unes des quotidiens. C'est vrai, parce que ce sont les gros titres que l'on s'envoie d'un clic et qui créent la panique. J'admets que certains journalistes ont analysé et investigué, mais très peu se sont aventurés à questionner le discours dominant, à douter. Le Soir a interviewé Geert Molenbergs, un biostatisticien qui conseille notre ministre de la Santé. Il suggère qu'au-dessus de la barre des 50 contaminations par jour, il n'y ait pas de retour à la normale. Le seuil épidémique pour la grippe est d'environ 150 cas malades par jour. L'expert propose de fixer le seuil Covid-19 à 50 cas. Et même si on y parvenait, les grands événements resteront impossibles. Cela signifie la fin des stades bondés, des festivals, des carnavals. Le Soir s'est contenté de relayer la parole d'un expert sans relever l'énormité. Descendre sous la barre des 50 cas par jour, c'est la tyrannie du risque zéro. Je ne comprends pas toujours le choix des rédactions de montrer certaines choses et d'en taire d'autres. Pas un mot par exemple sur cette décision d'une cour d'appel au Portugal qui considère que les tests PCR ne sont pas assez fiables pour justifier une quarantaine. Pas de sujet JT sur les manifestations de cet été en Serbie ou au Danemark contre les mesures liberticides. Aucun écho pour ces parlementaires italiens qui protestent contre les mesures décrétées par leur Premier ministre. Nos médias ont-ils peur que ça fasse tache chez nous? Je suis en tout cas de plus en plus écœuré par le choix des titres. Les journaux publient parfois quelques critiques des décisions gouvernementales, mais la plupart du temps, c'est au travers d'opinions et de contributions externes. Début décembre, j'ai observé en temps réel dans l'Écho une censure qui ne dit pas son nom. Dans une carte blanche, 2 chercheurs formulent l'hypothèse que l'inflexion de la courbe des admissions est naturelle et ne doit rien aux mesures décidées par le gouvernement, à contre-courant du discours dominant. J'enregistre illico et j'ai bien fait. Elle est retirée après quelques heures. L'article réapparaîtra plus tard, contextualisé, pour reprendre les mots de la rédaction, qui tente ainsi de recoller avec la narration officielle. Ceci n'est plus une carte blanche. En me rendant sur le site du Soir, je constate que 6 mois après le décès de l'enfant de 3 ans, l'info n'a toujours pas été rectifiée, malgré l'insistance de son père. L'histoire retiendra donc qu'en Belgique, une enfant de 3 ans est morte du Covid. En ce moment, il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est de limiter au maximum les contacts physiques entre nous. Aussi brièvement que possible, mais aussi longtemps qu'il ne le faudra. 2 novembre. Le gouvernement décide d'un 2e confinement partiel. Il va entraîner la fermeture de secteurs non essentiels sans que cette notion fasse l'objet d'aucun débat démocratique. Je reçois des messages qui prétendent qu'il y a autre chose derrière tout ça. La crise du Covid-19, qu'elle soit exagérée ou non, servirait surtout à masquer une crise beaucoup plus grave, plus systémique. Pour me faire une opinion, j'ai rencontré Georges Hugeux, un fin connaisseur de la finance internationale. Pendant 20 ans numéro 2 de la bourse de New York, Hugeux est aujourd'hui professeur à la Columbia Law School. Bonjour. En 2018, j'ai annoncé un tsunami en 2020, simplement sur le plan de l'affaiblissement de la situation financière. Le coronavirus a été un révélateur de beaucoup de choses, et notamment du fait que nous avions complètement désinvesti en termes de lits d'hôpitaux, en termes de laboratoires, en termes d'infrastructures. Nous avons des États qui ont agi de manière irresponsable
Et depuis la crise de 2010, l'endettement des États a profondément augmenté. Mais on vient de remettre autant d'argent en 6 mois que ce que l'on avait mis pendant les 10 années précédentes. Mais comme nous avons commencé l'année 2020 dans une situation de fragilité de l'endettement, la situation avec laquelle nous terminons 2020 est très proche de catastrophique. Ce qui veut dire que la récession pourrait être plus profonde que ce qui est annoncé. Les défenseurs de l'ultralibéralisme vont-ils mettre la faillite du système sur le dos du Covid? J'entends déjà les gouvernements se dédouaner de toute responsabilité en faisant du virus le bouc émissaire. On a décidé ce qu'il faut décider. J'entends déjà les médias entretenir la même confusion. Le choc économique causé par le Covid-19. Les sites officiels et les médias parlent du coût économique du coronavirus. C'est une erreur. C'est le confinement qui a coûté des milliards. Et le confinement est une décision politique. Étant entendu que nous ne sommes pas responsables du fait que nous avons organisé un confinement, étant entendu qu'on a tenu un langage qui a créé la peur dans la population, mais bien entendu, de ça, les gouvernements ne sont pas coupables. Et le fait qu'ils aient littéralement détruit l'économie n'est pas de leur responsabilité, ils n'ont fait que suivre les médecins. Ça, c'est une démission politique. Pour que ça marche, il y a un élément capital, c'est que la population puisse faire confiance à ses dirigeants. Faire confiance à qui? Nos représentants au Parlement restent muets, comme sidérés. Ce sont les exécutifs qui mènent la danse, flanqués de consultants privés et de virologues qui murmurent à l'oreille des ministres. Comment faire confiance à une administration qui bafoue le secret médical? Depuis plusieurs mois, nous devons communiquer les données de résultats de PCR à Cienzano et les données personnelles du patient. Votre nom, votre prénom, votre numéro de registre national et les autres données qui sont éventuellement en notre possession. En tout cas, de toute façon, l'adresse et si le numéro de téléphone est disponible. Et il est clair que nous n'étions pas du tout habitués, si je puis dire, à ça. Et en tant que médecin, ça pose quand même problème. Ça n'a pas été facile. Mais bon, il y a un cadre légal qui a été mis en place. Mais si je suis négatif, quel est l'intérêt de communiquer mes données? Oui, on rentre dans les questions plus difficiles. Hein. Sur les données personnelles aussi, on a beaucoup concédé. Il a fallu des années pour que le Parlement européen ponde un règlement qui les protège, et seulement quelques semaines pour les foutre en l'air. Dois-je accepter d'être tracé? Est-il normal de donner mon numéro de téléphone à un barman et mon adresse mail à la piscine? Faire confiance à une ministre des Affaires étrangères qui déconseille les voyages en Antarctique, qui place le Vietnam sur la liste rouge alors que le pays n'a enregistré que 35 morts pour 100 millions d'habitants? Mes amis se sont fait à l'idée que pour voyager, ils devront être vaccinés et le prouver. N'est-ce pas tout simplement une obligation vaccinale déguisée? Si on décide que le vaccin est obligatoire, je serai objecteur de conscience. La distanciation sociale et le télétravail empêchent désormais les échanges de points de vue. Pourquoi les autorités ont-elles fermé tous les endroits où l'on refait le monde? Les campus universitaires, les cantines, les bistrots. Le pouvoir craint-il la subversion du théâtre? Il se souvient sans doute que la Révolution belge a débuté à la sortie d'un opéra. Des médecins me l'ont dit, les mesures liberticides peinent à trouver une justification sanitaire. Elles ne seraient finalement que sécuritaires. Le mot couvre-feu retrouve subitement son sens littéral. L'interdiction des grands rassemblements sonne-t-il le glas des manifestations où la population pouvait exprimer sa colère? En démocratie, la presse ne devrait-elle pas être le premier rempart contre les abus du pouvoir? Dans cette crise, au contraire, elle semble accompagner le pouvoir, même dans ses délires.
Qu'est-ce que vous avez pensé du rôle des médias dans cette crise? Depuis au moins 10 ans, les médias se sont transformés d'informateurs à chercheurs de sensationnel. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'entre le pouvoir politique et les médias, c'est plutôt le pouvoir politique qui suit les médias que les médias qui suivent le pouvoir politique. Et donc la dramatisation qui a été faite par les médias a forcé les États à devenir dramatisants et à prendre des mesures exceptionnelles. Ce qui a été créé pendant cette année 2020, c'est une angoisse, c'est une anxiété générale, chaque jour devant être plus inquiétant que le jour précédent. Je pense que chez toute personne, la peur est un facteur de changement. Vous savez, la guerre arriverait en Belgique, on ferait 100% sur la guerre, même s'il y a des événements, des endroits dans le monde où il y aurait peut-être d'autres guerres ou d'autres moments de paix. Comme dans toutes les situations de guerre, on a sacrifié la liberté de penser. Face à cette information monolithique, nous n'avons pas eu de contrepoids, sauf peut-être dans des réseaux sociaux. Il y a une chose qu'on peut faire dans ce cas, c'est douter, douter et encore douter. C'est Noël. Je ne verrai pas mes parents. Mon père continue d'être inquiet et civique. Ma famille se tient à distance, mes amis sont devenus des pixels. Est-ce que nous voulons d'une société sans risque, sécuritaire, contrôlante? Qui a voté pour ça? Pas moi en tout cas. Je n'ai toujours pas compris ce qui se passe, j'ai juste cherché à comprendre. Ceci n'est pas un complot, mais peut-être bien l'utilisation d'une crise sanitaire pour imposer un monde virtuel, technologique, hygiéniste. Une formidable opportunité pour ceux qui rêvent de pouvoir fort et de peuples sages. Mais qui partage ce rêve? Pas grand monde que je connaisse, et probablement très peu de journalistes. Alors j'espère un sursaut, de vrais débats démocratiques sur des choix de société, à l'abri des intérêts mercantiles. Je fais confiance au pouvoir de chacun et à l'intelligence collective. On peut en finir avec cette crise, mais il va falloir la reconquérir, la liberté.